Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, il m'est arrivé une situation qui m'a fait tilt pour cette nouvelle vidéo. C'est-à-dire que de temps en temps, je donne des cours auprès d'étudiants, ce qui implique que je pose des heures et que je m'absente de mon boulot. Bref, pendant mon intervention auprès du groupe d'étudiants, j'ai reçu un texto de la part de mon directeur au boulot qui me demande si je peux rappeler ou passer les voir rapidement. Je précise même qu'il était écrit le mot souci. Il y avait un souci. Moi, spontanément, je me suis dit, fichtre, si ma direction a besoin de toute urgence de me contacter, c'est qu'il y a vraiment un souci. Peut-être que j'ai fait une connerie, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas capté. Bref, je commençais à partir dans une anxiété. Et cette anxiété fut telle que ça m'a complètement parasité, j'ai perdu mes moyens, je n'arrivais plus à me concentrer sur ce que j'étais en train de faire. Alors pour éviter de me saccager complètement moi-même, j'ai dit aux étudiants que j'allais m'absenter 5 minutes pour passer un coup de téléphone. Du coup, j'ai rappelé au boulot, on m'a fait un exposé de la situation qui posait problème. Et au vu de la situation en question, j'ai proposé 2 choses, soit attendre que je revienne après mon intervention, soit passer le relais à un de mes collègues. Et c'est à ce moment-là que la direction s'est souvenue que je n'étais pas du tout dans les locaux et que j'étais mobilisé pour une autre intervention et qu'effectivement cela pouvait être vu par un autre collègue. Alors qu'est-ce que j'en retire? Eh ben j'en retire que j'ai ressenti une grosse anxiété qui m'a complètement envahi et parasité, tout simplement parce que j'ai vécu une situation inhabituelle. D'ordinaire, ce n'est pas rare que je reçoive des textos au boulot, parce que ça fait partie des usages, c'est comme ça que je bosse. Et moi, je trouve ça très pratique. Tu reçois un texto, tu le lis, tu vois ce qu'on te veut, et puis après, tu y vas. Mais là, il y avait 2 paramètres. À la fois que le texto ne mentionnait pas du tout l'objet du problème, ce qui inévitablement laisse place à beaucoup de spéculations dans ma tête. Mais également que je n'étais pas du tout dans les locaux. Donc le fait qu'on m'envoie un texto ambigu à un moment où je suis pas censé être au travail, pour le coup, ça fait monter ma boîte à rumination. Parce que dans ma tête, pour moi, c'était une évidence que ma direction savait que je n'étais pas dans les locaux. Je ne me disais pas forcément qu'elle avait peut-être beaucoup de travail et qu'elle n'avait pas non plus l'emploi du temps de tous les salariés en tête. Je le redis, j'ai trop tendance à m'imaginer que les gens pensent comme moi et savent ce qu'il y a dans ma tête. J'aurais vécu la même situation sur mon temps de travail dans les locaux, j'aurais pas du tout ressenti cette anxiété. Sauf que mon absence était un petit peu inhabituelle puisque j'avais posé des heures. Donc c'est évident que ça pouvait laisser libre cours à quelques erreurs d'organisation. Mais moi sur le coup j'étais pas bien, quand j'ai reçu le texto ça m'a complètement envahi et je ne pouvais plus continuer ce que j'étais en train de faire tant que j'avais pas résolu ce souci, que je n'avais pas connaissance de ce qu'on me voulait. Du coup je me dis que pour la prochaine fois il faudra bien que je fasse un petit rappel que je suis absent. Ou que je conserve en tête le fait que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de mon planning. Du coup c'est une situation que j'ai vécue, une anxiété que j'ai ressentie, qui a parvenu à s'apaiser et pour laquelle je parviens à avoir une certaine lecture maintenant. Chose que j'étais bien incapable de faire à l'époque où j'avais pas encore de diagnostic. Le fait d'apposer une lecture autistique sur des situations que je peux vivre, mine de rien, ça me permet de prendre vachement de distance par rapport à l'anxiété que je peux ressentir, par rapport à des incompréhensions, des bugs sociaux, et ça me donne l'impression d'être beaucoup plus armé pour faire face à ce qui vient me percuter parfois, et du coup limiter le risque d'être complètement surchargé. Alors il y a une personne qui s'appelle Anso qui m'avait demandé récemment sur Messenger si je pouvais faire une vidéo sur mon ressenti après diagnostic. Alors d'habitude, j'aime pas trop faire des vidéos sur commande parce que j'ai du mal à me sentir inspiré, mais là pour le coup, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Puisque ça fait appel à un sujet que je maîtrise, puisque ça me concerne directement. Qu'est-ce que j'ai ressenti le jour de mon diagnostic? Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas trop suivi mes vidéos, je l'ai déjà dit, mon parcours diagnostic a duré 15 ans. 15 années entre le moment des premiers questionnements, des premiers chuchotements de psychologue, et le moment où je me retrouve derrière un bureau avec un psychiatre qui m'estampille, qui me tamponne. Alors si ça a duré si longtemps, c'est à la fois dû au délai des CRA, mais surtout à ma capacité à procrastiner. J'ai vachement repoussé le problème et j'ai annulé énormément de rendez-vous. Je suis sûr qu'au CRA, ils devaient m'appeler le lapin. Celui qui pose des lapins. Ouais, parce que pendant l'adolescence, on pouvait aussi m'appeler le lapin, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, je reconnais que j'ai énormément traîné dans mon processus de diagnostic. À la fois parce que j'ai longtemps été dans un yo-yo dubitatif, que j'avais du mal à me sentir légitime pour me poser ce genre de questions, et aussi parce que les délais étaient tellement longs entre les rendez-vous que je n'avais d'autre choix que de passer à autre chose. C'est-à-dire que je passais des périodes où j'avais un impérieux besoin de savoir, et des périodes où je mettais tout ça à côté. Mais le problème, c'est que ça revenait de temps en temps. Quand je vivais une situation difficile, des périodes critiques, en gros des shutdowns, et bien finalement ça me ramenait encore dans les questionnements. Et à nouveau, je ressentais le besoin de savoir. Alors j'entamais des trucs et je les finissais pas. Et ainsi de suite jusqu'à la nouvelle crise pendant 15 ans. Mais n'empêche que pendant toutes ces années, j'en ai rencontré du monde. Ah ouais, je me suis créé un réseau. Et à chaque fois, je racontais ma vie. Et à chaque fois, chaque rencontre m'apportait des nouvelles pistes. Et en fait, cette alternance de démarches, de rendez-vous, de pauses, de déni, de doutes, ont complètement jalonné mon parcours. Et pendant 15 ans, je me suis construit selon ce rythme. Ma vie était à la fois une quête et un point d'interrogation. Alors autant dire que le jour où je me suis retrouvé face à un psychiatre, que j'étais là face à lui avec tous mes bilans, que je savais que c'est en somme l'aboutissement de quelque chose, mine de rien, ça me stressait un peu. Et je me suis même posé la question si j'étais prêt à renoncer à ce qui me constituait depuis tant d'années. Je me demandais ce que serait ma vie sans tous ces questionnements. Parce que mine de rien, mon organisation familiale s'était aussi construite au travers de ces questionnements, au rythme de mes rendez-vous, tous mes allers-retours, tous les kilomètres que j'ai faits, sans parler de l'argent investi pour les rendez-vous ou les bilans. Le fait d'obtenir un diagnostic allait être un sacré pan de ma vie qui allait se barrer. Ou du moins qui allait ouvrir sur quelque chose, mais qui me serait complètement inconnu. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand le diagnostic a été posé.
En fait, j'ai ressenti une espèce d'émotion parce que j'étais soulagé, parce que je me sentais légitimé, même si ça faisait déjà plusieurs années que j'étais légitimé par les professionnels. Mais en fait, j'ai ressenti un gros vide. Parce qu'à partir de là, j'avais plus le droit de me retrouver face à un professionnel pour lui expliquer que je me pose des questions. Il fallait maintenant que je commence à avancer. En fait, je n'ai pas du tout vécu le diagnostic comme une libération. Je me l'étais pourtant imaginé dans ma tête. Déjà, j'avais l'impression que j'allais me révolutionner de l'intérieur et que tous les problèmes allaient se barrer. Bon, au bout d'une demi-heure, j'ai compris que non, parce qu'au retour de chez le psychiatre, je me suis retrouvé dans les bouchons et j'ai flippé de tomber en panne. C'est surtout que ce moment de diagnostic n'a jamais été un moment pour moi. Dans mon imaginaire, je fantasmais faire la fête, réunir tous mes proches, annoncer mon diagnostic, être devant eux à tenir un discours, m'excusant de ce que je suis, les pardonnant de ce qu'ils ont été face à moi. En fait, j'imaginais une espèce de truc symbolique, parce que moi, je suis hypersensible aux étapes. J'avais envie de marquer le coup. Autant pour mes 40 ans, j'en avais rien à foutre, autant pour le diagnostic, j'avais vraiment envie. En fait, ça n'a pas été ça du tout. Parce que j'ai bouclé mon parcours existentiel le 16 mars 2020. Et le 16 mars 2020, c'est le jour où Macron a annoncé qu'on restait tous à la maison. Ça veut dire que le jour d'une soi-disant libération, je me suis retrouvé confiné. Et pour le coup, j'étais pas tout seul, il y avait tout le monde. C'est là où je me sens un petit peu déçu. Non, parce que Macron, il m'a volé mon moment. Vous savez, c'est un petit peu comme la mort de Jean Cocteau, qui est passé inaperçu parce que Edith Piaf lui a piqué la vedette. Le confinement m'a volé mon moment diagnostic. Parce qu'à votre avis, ce jour-là, de quoi les gens avaient envie de parler? Pas du petit nombril de Fabrice. J'en conserve quand même une espèce de souvenir un peu amer. Après, je sais pas si ça aurait été tant que ça essentiel que tout le monde le sache, ou que je marque le coup, j'en sais rien. Bon, de toute façon, ce qui est important, c'est pas forcément les mots qui sont posés, mais plutôt la manière dont on les accueille et qu'est-ce qu'on en fait pour nous. Et c'est vraiment à ce niveau-là que je suis content d'avoir eu ce diagnostic, parce que je m'autorise désormais une certaine grille de lecture, celle du fonctionnement et de la logique autistique. Là, je sais qu'à l'époque où j'avais pas le diagnostic officiel, je le faisais pas trop. Je prenais les pistes qu'on me donnait, je les mettais en opposition ou en superposition avec ce que je pensais ressentir, mais sans forcément m'autoriser vraiment à connecter les deux. Maintenant, je le fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vivre une situation, j'essaye de l'aborder par le prisme de l'autisme, même s'il n'y a pas lieu et que je peux être aussi autre chose qu'un autiste. Mais j'ai toujours ce réflexe de cette lecture autistique. Et d'ailleurs, j'en ai fait un mode de vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment la principale révolution que m'a apporté le diagnostic. Parce que je pige beaucoup plus mon mode d'emploi et je parviens davantage à en faire part aux autres, de manière à trouver une espèce d'équilibre. Et ça me fait du bien parce que ça me permet d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de moi-même, mais surtout vis-à-vis des autres. J'ai quand même malgré tout gagné en apaisement et je le souhaite à tout le monde. Alors sinon, le fait d'avoir un diagnostic, ça m'a quand même permis une chose, partager avec vous toutes mes vidéos de promenade de chiens.